Il est temps de vous informer, messieurs et dames. Bonsoir. Bienvenue dans ce journal d'actualité rétrospective de Dombeni Concept. Ouvrant ce journal par la Chambre haute du Parlement ce vendredi dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchiab, était une fois de plus devant les sénateurs, une plénière pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Baudouin Droti sur les limites frontalières RDC-Ouganda. Joël Nomakoy et Jimmy Kassongo. En fournissant les premiers éléments des réponses à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Droti, Évariste Bouchiab a précisé que bientôt un travail de démarcation va commencer dans les frontières RDC-Ouganda. Mais en attendant, le gouvernement de la République gère bien les conflits sans complaisance. Le vice-premier ministre a répondu à la question relative à la transversalité des délimitations de la frontière maritime avec l'Angola. Cette question qui est tout à fait spécifique et particulière mérite que vous fassiez venir les ministres des hydrocarbures qui a cette compétence et qui va vous fournir tous les détails. L'auteur de la question orale avec débat, le sénateur Droti, en concluant sa question, a estimé que le ministre de l'Intérieur ne maîtrise pas l'intégrité territoriale du pays. En fait, en posant cette question sur l'état des frontières communes de la République démocratique du Congo avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, je voulais bien comprendre pourquoi il existe encore aux confins nord-est de notre pays des zones floues, des no man's land, comme on le dit. En même temps, nous voulions nous rassurer que le gouvernement a une politique inclusive des frontières et qu'il est constamment saisi et qu'il est au courant des faits de conflits. Le sénateur Droti s'est inquiété des réponses du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, lesquelles réponses n'ont pas rencontré le problème réel des frontières de nos pays, où toutes les bornes sont déplacées, détruites, et d'autres zones de la République démocratique du Congo sont annexées en Ouganda. Aucune réaction du gouvernement, seule la population se défend sans concours du gouvernement. Toujours dans le même registre, la perte des espaces importants de notre territoire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda a été la question principale de l'interpellation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au Sénat. Cette question a énervé le ministre. Suivait tour à tour la réaction du ministre et des sénateurs au micro de Dombeni Info. D'approuver ou de désapprouver la conclusion, l'exercice est démocratique. J'ai fait mon devoir, il a fait les siens. Si on estime qu'il y a des personnes distraites, mais il faut qu'on les traduise en justice. Mais dans un exercice démocratique, j'avais cru que la courtoisie était la règle. Quand on va jusqu'aux insultes, je ne peux que les déplorer. Est-ce que les mobiles, je l'ai évoqué également parce que je voulais savoir si le gouvernement était au fait de l'actualité des relations de et je l'ai dit dans la question, vous l'avez suivi. Non, de sécurité, j'ai un sentiment de perte des espaces importants de notre territoire. Je crois que l'essentiel est que l'autorité nationale, provinciale et les services de renseignement, que nous tous, nous puissions prendre conscience de la souveraineté de notre pays et de l'intégrité de notre territoire. Je prends aussi conscience qu'il faudrait donner suffisamment de moyens à la commission de protection des frontières qui a été mise en place, parce que sans moyens, elle ne peut pas couvrir les 9 pays qui entourent notre pays. Le Congo souffre réellement, c'est la convoitise pour notre territoire. Cette partie est riche en minerais. Vous comprenez pourquoi l'Ouganda, la République du Sud du Soudan déplacent constamment leurs bornes. Je crois que nous, ça a été une sonnette d'alarme. Nous allons prendre conscience à l'avenir. Par la MONUSCO, à moins de 2 mois de la tenue du sommet humanitaire mondial, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire en RDC ont tenu le mardi dernier la 2e réunion du cadre national de concertation humanitaire, la Mama Abeko.
Ce forum mis en place pour harmoniser le point de vue entre les deux parties sur l'action humanitaire a fait le point de préparatif de la participation de la RDC au sommet. Pour Dr Mamadou Diallo, coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, elle devrait être représentée à ce sommet en Turquie au plus haut niveau possible pour partager et faire profiter le monde de son expérience dans l'humanitaire. 2 ateliers se sont déjà tenus à Goma et à Kinshasa pour affirmer la contribution de la RDC au sommet humanitaire mondial. Le cadre national de concertation humanitaire s'est également appesanti sur la problématique des déplacements dans l'est du pays où l'on compte quelques 1,5 million de personnes déplacées internes. Le gouvernement congolais a annoncé son intention de fermer tous les sites déplacés. Le Nord Kivu compte encore 56 sites, mais un certain nombre a déjà été fermé depuis 2014. Pour Dr Diallo, la fermeture des sites déplacés dans la province du Nord Kivu est une décision souveraine du gouvernement de la RDC, mais les acteurs humanitaires voudraient juste s'assurer que cela se déroule conformément au droit international humanitaire. Le coordonnateur humanitaire a également plaidé pour des solutions durables en faveur des personnes déplacées internes et des familles d'accueil qui sont en fait les premiers acteurs humanitaires car ce sont ces dernières qui hébergent les déplacés avant l'arrivée de l'assistance humanitaire. La réunion de ce mardi a également fait l'état de l'avancement du processus d'octroi des facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur social et humanitaire. Le cadre national de concertation humanitaire a été institué en janvier 2013 pour établir des liens réguliers entre le gouvernement et les acteurs humanitaires afin d'instaurer un climat de confiance entre les parties en vue d'une synergie des efforts pour une bonne action humanitaire en République démocratique du Congo. La deuxième réunion de ce forum a été présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Signalant que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger jusqu'au 31 mars 2017 le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Toujours à la MONUSCO, au cours de la conférence de presse de ce mercredi dernier, l'analyse de la situation sécuritaire ayant prévu dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans l'ouest de la RDC fait état d'une accalmie réelle observée dans cette partie du pays. Une fois de plus, la maman Abeko. Dans les provinces de Haut et de Bawele, les forces coalisées, MONUSCO, FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, poursuivent sans répit leurs activités militaires contre l'activisme des éléments des groupes armés, y compris ceux de l'armée de résistance du Seigneur Elera. Dans la province de Ouélé, le 28 mars 2016, 5 éléments supposés appartenir à la Elera ont fait incursion dans la localité de Yagboa, située à 7 km à l'ouest de Bangadi, 125 km au nord-ouest de Dungu, piller des denrées alimentaires et non alimentaires et forcer un civil à porter les biens pillés vers la brousse. Le 29 mars 2016, de présumés éléments Ouda ont pillé de biens de valeur d'un civil dans la localité de Masumbi, située à 48 km au nord-ouest de Dungu, et forcé le propriétaire à les porter dans la brousse. Signalant que le 30 mars 2016, le FARDC a entendu une embuscade aux éléments supposés appartenir à la LRA, tuer un rebelle et repousser les autres au cours de leur tentative de faire incursion dans le parc national de la Garamba à partir de la région située sur l'axe Kapika-Nasumba. Autre chose, les guichets de la Banque internationale pour l'Afrique du Congo ont réouvert depuis mercredi dernier, et ceci grâce à la mise à disposition des nouveaux fonds provenant de la Banque centrale du Congo. Glody Massia sur les images de Africa en 24. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo vient de sortir enfin de la crise à laquelle elle était plongée. Lors de la conférence de presse tenue le mardi 5 avril par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, il a annoncé la reprise des activités de la BIAC. Fermée depuis le 1er avril 2016, faute de liquidité,
La BIAC ouvre enfin ce guichet grâce à la mise à disposition de nouveaux fonds provenant de la BCC. Le problème de trésorerie de la BIAC appartient désormais au passé. Nous avons donné suffisamment de liquidités à cette grande banque pour lui permettre de poursuivre ses activités. La BCC, en tant qu'autorité de régulation et de contrôle, va poursuivre sa mission de suivi très rapproché des activités de cette banque qui est en train de sortir lentement des difficultés dans lesquelles elle s'est retrouvée. Cette situation a entraîné un remaniement du conseil d'administration de la BIAC. Un nouveau DG remplace désormais Michel Osengue à la direction générale de la BIAC. Les activités de la BIAC ont enfin repris le mercredi 6 avril et les clients peuvent à nouveau retirer de l'argent aux différents guichets de cette banque. Chaque 7 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année, c'est le diabète. À ce sujet, la rédaction de Dombeni Concept a approché le docteur Joe Bandombele. Il est au micro de Glody Massia et Regan Ainaka. On peut définir le diabète sucré comme une maladie métabolique chronique caractérisée par un état d'hyperglycémie chronique relevant des facteurs endogènes ou exogènes. Dans la grande partie des diabètes sucrés, la cause est endogène. Si on parle de l'endogène, c'est-à-dire on voit les génétiques, les causes génétiques, et en petite partie, il y a la cause exogène. Quand je parle d'exogène, c'est-à-dire je vois l'environnement. L'environnement peut être alimentaire, avec les syndromes des nouveaux riches. Donc l'environnement peut être infectieux, l'environnement peut être tumoral. Il y a plusieurs façons de diagnostiquer le diabète. Premièrement, je peux dire qu'il y a une découverte fortuite. Vous êtes chez vous, vous souffrez de diabète, mais vous ne savez pas que vous êtes diabétique. Alors on peut aller à l'hôpital pour voir le médecin pour un autre problème. Arriver là-bas, le médecin, pendant votre conversation avec le médecin en demandant certains examens, et il va découvrir que vous souffrez de cette maladie sans que vous vous rendez compte. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est que vous pouvez être diabétique, mais à la maison, vous êtes à la maison, vous constatez qu'il y a ce que nous appelons en médecine le syndrome polyuropolytypsique. C'est-à-dire, vous êtes chez vous à la maison, la nuit, vous vous réveillez beaucoup pour pisser. Donc, il y a augmentation de fréquence des urines et aussi en quantité. Donc, il y a la quantité des urines qui augmente et la fréquence. Pour éviter cette maladie, je pense que dans nos milieux ici, on doit avoir l'habitude d'aller de façon soit semestrielle ou trimestrielle à l'hôpital, de pouvoir doser régulièrement notre sucre, taux de sucre dans le sang, pour connaître effectivement s'il y a une perturbation ou pas. Nous devons contrôler aussi notre alimentation. Aussi, cet avril est consacré comme journée internationale de réflexion sur le génocide du Rwanda en 1994. Plus de détails suivent ce reportage. Jeudi 7 avril, consacré comme journée internationale de réflexion sur le génocide du Rwanda. Le génocide de Tutsi est un génocide qui eut lieu du 7 avril à juillet 1994 au Rwanda, un pays d'Afrique centrale. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais, constitué de Hutus, au Front patriotique rwandais, accusé par les autorités d'être essentiellement Tutsis. Le 1er octobre 1990, des Rwandais exilés et regroupés au sein du FPR décidèrent de revenir au pays à partir de l'Ouganda et de prendre le pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises ont amené une double stratégie, se défendre avec l'armée contre l'agression militaire du FPR et liquider tous les Tutsis de l'intérieur du Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du FPR, mais atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les Tutsis. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Ceux qui parmi les Hutus se sont montrés solidaires et les Tutsis comme des traîtres à la cause des Hutus. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et c'est de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour.
Il convient de souligner qu'un génocide n'est pas qualifié comme tel en raison du nombre de morts, mais sur une analyse juridique des critères définis à l'époque par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 de l'ONU. Cette convention définit qu'un génocide est commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie une race, un groupe national, ethnique ou religieux comme tel. À présent, société, l'avenue Force publique dans la commune de Kassavubu se trouve dans un état de délabrement total. La population de ce coin lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de remédier à leur situation. Constat et de Glode Massia, Mami Mbaka ainsi que Rigen Ayenada. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, au croisement des avenues Force publique et avenue Kassavubu. L'état de cette route dérange les usagers qui fréquentent cette partie de la capitale congolaise. Quelques chauffeurs et motards qui exercent leur métier sur cette artère n'ont pas caché leur insatisfaction. L'état auquel se trouve cette avenue empêche le véhicule de bien rouler et occasionne les dysfonctionnements de ce véhicule. Tout porte à croire le souci de la population de cette partie de la capitale est de voir cette avenue réhabilitée pour ainsi permettre une bonne circulation. Vous le savez peut-être déjà dans sa rubrique Lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative dont Béni Concept a promené son micro dans le rue de Kinshasa. Question pour vous d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un emploi leur soit créé par le gouvernement. Suivez. Goigoi toboyi tozosala musala oyo ya kotonga eza po tosala mpona liesa libota na bokola bana batanga parce que kofonda kaka na ndako eza malamu te nde yango wana nazosenga bajeune fille bajeune garçon basala musala baluka musala moko ya maboko basala po mpona koaide bango olieke bazala bagoyigoyi mpona bakoma bakuluna basala makambo ya mabe nde yango na conseil na opesa goyigoyi toboyi. Naboyi goyigoyi nga nakopera na ngai na mai banevi na ngai na suku banevi na ngai yango me nalingi boye banevi na ngai eza pasi me na suka namona esengo naboyi goyigoyi ndenga boye bandeko basi mpe mibali goyigoyi toboyi nakopesa conseil ke mwasi akofana na ndako te po osala quelque chose po esunga yo na bana na ona libota na yo yango wana nasali mwa maleo oyo ya moke po esunga na goyigoyi toboyi tozomona mpe basoda bazoya kotungisa biso kobotela baparasola po tosuka wapi yango wana tozosenga elenge nyonso telema sala soki olandi ka mibali bapesaka lisusu te yo moko telema sala loboko na yo esala po ozwaka esunga yo goyigoyi toboyi. Naboyi goyigoyi naboyi keno kozala kuluna nabotolaka bamama biloko na bango nakataka bato ya maboko tusa naboyi babiloko wana na bibi na ngai natie babiloko na ngai mite mpona edebiyaka nango po bana babikaka batanga na ekole fami esovaka me nakompani bata mosusu omona biso nete odebiye boye omona mbuteyage antena kaka na bapolisie na biso moko odoko mbuye biso na biloko mo ezaka ntina nesi obebisi biloko oyo aokiliva mosusu wapi mpona yebi mosala na ngai yango oyebandeli mpe suka yango sikoyo babiloko baosalisa bien te tolingana oza botiki maboye to nga na bana baotanga ndenge
yango nalobi bopesa biso bachere courage botika biso temps todébrouille mpena ndenge mpena bato nyonso bazwaka na mboka toboyi goyigoyi toboyi yango. En page africaine, la redynamisation du secteur public est aujourd'hui un défi majeur pour les autorités tchadiennes. Son efficacité et sa performance sont trop souvent portées du douane en fonction publique, l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi du pays. Mais une réforme du fonds comme de forme apparaît plus que nécessaire pour parvenir à l'administration publique dynamique et compétente. Suivez ce reportage sur les images de Africa 24. 4 réformes pour une administration publique plus performante que Tchad. De la vie unanime, les secteurs publics un peu produits et performants. Pourtant, il est le principal employeur. L'administration publique traverse en effet plusieurs difficultés liées notamment à l'affectation de ressources humaines, la lourdeur administrative et l'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, la réforme de l'État à travers la redynamisation tchadienne est un impératif pour le développement économique. La modernisation de la fonction publique, elle s'impose. Pour la simple raison que notre administration est dans le coma. Pour ne pas dire qu'elle est morte. On ne gère pas la carrière des agents de la fonction publique. Et il faut mettre un mécanisme de gestion de la carrière des agents de la fonction publique. Parfois, la fonction publique ne sait pas où sont ses agents. Il y a beaucoup des agents de la fonction publique qui aujourd'hui se trouvent même à l'étranger, mais qui continuent à émarger. Outre la réforme au niveau de la fonction publique, la réforme constitutionnelle constitue l'intérêt de la population. Près de 23 ans après l'adoption de la constitution tchadienne, le président Idriss Déby Itno, mis au pouvoir depuis 1990, a annoncé vouloir limiter le nombre de mandats présidentiels et faire du Tchad un État fédéral. Lors de son investiture par son parti, le Mouvement patriotique du salut MPS. C'est là l'occasion d'introduire les réformes devant conduire notamment à la spécialisation de l'administration, le renforcement du rôle des institutions et une adéquation entre la politique gouvernementale et le besoin de l'administration. Le retour à la limitation de mandat, c'est déjà une bonne chose parce qu'elle est réclamée, parce que nous sommes dans un monde où les modifications constitutionnelles permettant la pérennisation d'un pouvoir en place posent un problème. Les gens sont dans une forte réclamation de l'alternance. Donc c'est une réponse. L'autre élément, c'est la question de la forme de l'État. Alors attendons le moment où nous allons, en tant que techniciens de la chose, être consultés pour dire est-ce que nous avons fait une évaluation sociologique, anthropologique, juridique, culturelle, religieuse et locale. L'impératif de la modernisation de la fonction publique tchadienne fait l'inhabilité chez les acteurs politiques selon plusieurs classements de performance administrative. En 2014, le Tchad occupe la 43e place sur 52 en Afrique, ce qui traduit la faible performance de l'administration publique. Les réformes notamment constitutionnelles nécessaires à la redynamisation de l'administration tchadienne seront sans doute aucun défi du prochain Tequila au Tchad. Enfin, pour clore ce journal, 274 millions de francs CFA pour développer le football féminin au Cameroun. L'annonce a été faite par la Fédération camerounaise de football. La précision dans ce reportage. 264 millions, c'est le montant débloqué par la Fédération camerounaise de football, l'Africa Foot, pour la promotion du football féminin en 2016. 224 millions de francs CFA proviennent de fonds propres de la Fédération et le reste du programme d'assistance financier de la Fédération internationale de football, association FIFA. Ce financement servira à l'organisation des compétitions, aux subventions raccordées aux clubs, à la tenue de stages de formation entraîneurs et des arbitres, ainsi qu'à la préparation des sélections nationales. Nous sommes bien sûr en train de finaliser beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'une très grande partie ira au club, parce que vous savez, sans les clubs, il n'y a pas de football. Et le football féminin étant un football qui est en plein développement, il s'agit de pouvoir, bien sûr, aider ces clubs-là à prendre part aux compétitions et prendre part à une compétition, quelle qu'elle soit, engrange des frais. Ces annonces interviennent au lendemain de la qualification de la sélection féminine de moins de 17 ans à la phase finale de la Coupe du Monde Jordanie 2016.
La création d'une mixte spécialisée, le football féminin, est en cours. Le championnat national de première division de cette catégorie se tiendra du 9 avril au 15 septembre 2016. D'autres initiatives du type d'encadrement de jeunes footballeuses sont également prévues. À travers le football féminin, nous touchons la société. Nous avons l'opportunité effectivement de mettre les femmes en avant. Donc il s'agit des femmes dans la société camerounaise, des femmes dans le football camerounais et bien sûr les femmes du football camerounais. Le football féminin a connu sa première sélection en 1990 au Cameroun. Il y en a quelques récompenses à l'international. Il s'agit notamment d'une médaille d'or aux Jeux africains de Maputo en 2011, d'une participation aux Jeux olympiques de 2012, d'une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde Canada 2015. Le pays a atteint le 8e de finale. Le Cameroun a été aussi désigné comme meilleure nation continentale en 2011 et 2015. Il accueille par ailleurs la CAN féminine du football du 19 novembre au 3 décembre 2016. Voilà, ce journal a été coordonné pour vous par Mami Mbaka, bienheureuse Mwaka Kondé, derrière la caméra, la maman Abweko. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.